Allez, c'est le retour de la pause. On poursuit pour la deuxième partie. On parlait donc du Niger et les propos de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo qui estime qu'une intervention au Niger serait la guerre la plus idiote que la CEDEAO puisse mener. D'ailleurs, pour lui, c'est une guerre qui serait menée pour l'uranium et le gaz au niveau du Niger. Alors, avant la pause, Yaounoukoulou, on parlait de l'intervention militaire que la CEDEAO veut activer pour le retour à l'ordre constitutionnel au niveau du Niger. Et vous trouvez que ce serait salutaire? Oui, monsieur Samuel, vous savez, d'abord, il faut bien préciser que parler de guerre, c'est une spéculation. Oui, parce que c'est une forme de spéculation et que des gens évoquent pour... Non, ni les chefs d'État de la CEDEAO, ni les chefs d'État majeurs n'ont parlé de guerre ni contre le Niger, ni contre le peuple nigérien. Mais c'est une opération contre la jointe là, cette jointe qui crée ce désordre là, et donc ma foi je crois que ça n'a rien à voir de guerre du tout, que les gens rectifient leur langage de spéculation là. Et en plus, monsieur Laurent Gbagbo dit que oui, une guerre idiote. Je pense que ce qui serait idiot, c'est que la CEDEAO fasse toujours montre de sa nonchalance là, fasse toujours montre de sa faiblesse, comme ça a été toujours le cas de par le passé avec le Burkina, avec le Mali, et ça se répand. Non, à un moment il faut prendre de la responsabilité, il faut prendre de la hauteur. Et ma foi, de tels propos venant du président Gbagbo, moi ça me... Bon, peut-être que c'est son âge et qui fait qu'il sort des propos qui n'incarnent pas, qui ne reflètent pas l'aspect d'un homme qui a été un homme d'État. Qui a été un homme d'État, surtout avec des formulations guerre idiote. Non, ça n'a pas de sens. La CEDEAO doit prendre ses responsabilités pour arrêter l'hémorragie. Et ma foi, je crois qu'il y a eu plusieurs... Ce que dit Laurent Gbagbo, c'est qu'il serait très content que la CEDEAO ait pris ses responsabilités pour arrêter l'hémorragie de l'insécurité aussi. On n'a pas trop vu la communauté réagir à ça. Non, monsieur Samuel, ça, ce sont des fuites en avant. Vous savez, ce sont des fuites en avant pour justifier l'injustifiable. Quel pays de la sous-région, quel pays de l'espace ne s'est jamais soucié de la sécurité de son pays? Et même encore, je vous dis, dans le cadre des Nations Unies, pour le Burkina ou pour le Mali, etc. Mais chaque pays donne, chaque pays apporte son soutien en matière de... Oui, mais là, on parle d'initiative de la CEDEAO, parce que tout ça, c'est des fuites en avant. Donc, il faut attendre... Alors, il faut attendre maintenant que des gens se mettent dans des milliers de gens meurent, on ne fait rien, parce qu'on a dégagé quelqu'un du pouvoir, on va activer une force en attente, et quoi qu'on dise, c'est une guerre. Des gens vont mourir pour rétablir quelqu'un. Bon, c'est dommage que je n'ai pas entendu le même discours lorsque Yahya Jammeh a refusé de céder le pouvoir à Adama Barrow, et la CEDEAO qui a mobilisé une force pour aller rétablir. Donc oui, c'est le même contexte. Alors je n'ai pas entendu, je n'ai pas entendu. Alors il fallait critiquer également quand on voulait déployer une force, il fallait critiquer également ce déploiement-là. Alors non, arrêtons la tergiversation. Moi, j'encourage et je soutiens non seulement les chefs d'État de la CEDEAO à mettre fin à cette hémorragie, mais surtout vivement, j'interpelle cette junte militaire illégitime qui prend le pouvoir par les armes de se ressaisir, de reprendre conscience et savoir que ce n'est pas de nos jours, nous sommes au 21e siècle, ce n'est pas la forme appropriée pour aller vers la conquête du pouvoir. Et je les exhorte, je saisis cette occasion, je les exhorte à prendre l'exemple d'un citoyen togolais en la personne de M. Djeri Tama. Quand il a eu envie d'aller vers la conquête du pouvoir, il a démissionné de l'armée. Il a créé son parti politique et il travaille à séduire le peuple pour que le peuple le porte au pouvoir et non pas qu'il soit animé de ces intentions-là de céder au pouvoir par les armes de façon rocambolesque, de façon arbitraire, illégale. Non, nous devons être en mesure de cultiver d'être conséquent, d'être réaliste, d'être conséquent. Ce qui n'est pas normal, ce qui est légal est illégal. Alors donc vivement, nous devons lever nos voix pour interpeller cette junte-là à prendre raison, à la raison. Et parce que si aujourd'hui, si la CEDEAO est obligée de déployer une force, c'est pas la faute de cette junte-là, et non pas de la CEDEAO. Donc il faut que cette junte-là prenne raison pour savoir que sa démarche, elle est
comment dirais-je, il n'y a même pas de mots pour le qualifier. Éviter cela. Non, je crois que je suis un peu attristé par la déclaration de mon compatriote Nkonou sur sa position un peu sur la situation au Niger. Il est au Togo, il est en paix ici, il faut le reconnaître. Il mange 3 fois par jour. Quand il veut s'acheter par exemple les médicaments, il peut aller en pharmacie, acheter ses médicaments sans problème. S'il veut charger son portable, il peut le faire. S'il tombe malade aujourd'hui, il peut aller à l'hôpital se faire soigner. Mais ce n'est pas la même chose pour les Nigériens aujourd'hui. Ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, regardez le blocus qui est entre la frontière entre le Bénin et le Niger. Le blocus entre la frontière du Nigeria et du Niger. Je crois qu'il ne faut pas qu'on nous soyons des va-t-en-guerre sur cette situation-là. Vous avez bien fait de parler de cette force de la CEDEAO. La force de la CEDEAO était où? Quand Roch, qui a été élu démocratiquement, que finalement les djihadistes ont, par l'entremise de certains soldats, l'ont fait partie. Et la CEDEAO n'a pas pu les rétablir au pouvoir. La CEDEAO était où? Oui, quand comment il s'appelle IBK avait les mêmes problèmes. Et qu'est-ce que la CEDEAO a fait? La CEDEAO n'a rien fait. Vous avez parlé tout à l'heure de cette force d'attente. C'est vrai. Depuis un certain temps, on le dit toujours, les pays vivent tout le temps ces attaques. Mais qu'est-ce que la CEDEAO fait? La CEDEAO n'en a pas fait. Je vous dis, Niaoui, si cette force dont la CEDEAO nous parle aujourd'hui, si cette force-là était mise en branle, et avec les attaques au Burkina Faso, les attaques au Mali, et on avait vu cette force-là se déployer, même les attaques au Togo, et si aujourd'hui, on appelait cette même force d'aller rétablir par exemple l'ordre constitutionnel au Niger, aucun Africain ne parlerait. Aucun Africain, je vous dis. Personne ne contesterait effectivement ce qui devait se passer aujourd'hui. Mais on a vu la CEDEAO passif, il n'y a rien qui se passe. Mais aujourd'hui, parce qu'on a dit à quelqu'un de rester à côté, et maintenant on dit bon, il faut qu'on déploie la force. Je ne suis pas ici pour dire que je suis pour les coups d'État, c'est pas ce que j'ai dit. Mais il faudrait qu'on puisse trouver un mécanisme, oui. Parce qu'il faut qu'on se dise, pourquoi ces coups d'État récurrents en Afrique de l'Ouest? Il faut se poser cette question. Les gens font ils veulent tout le temps pour tout de suite guérir la maladie, au lieu de chercher la cause de la maladie. Au fait, c'est ça le problème. Moi, je ne suis pas ici pour légitimer les coups d'État, mais il faudrait que nous soyons humains. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au Niger, il faut le reconnaître, personne n'est content de cette situation-là. Personne n'est du tout content de cette situation. Mais dire qu'il faut que la CEDEAO aille, parce qu'il faut aller rétablir l'ordre constitutionnel par la force, je crois que ça ne peut pas marcher. Et je l'ai dit tout au début. Si nous avions effectivement cette CEDEAO des Africains, l'affaire là serait réglée depuis. C'est parce que nous avons une CEDEAO, effectivement, des Occidentaux. C'est pourquoi ça ne marche pas du tout. Mais vous avez vu la preuve. Voilà, on dit, bon, on rend les relations par rapport au Niger, mais vous avez vu comment d'autres pays ont sauté pour dire, bon, ils sont derrière, nous sommes d'accord, et le dernier sommet de la CEDEAO, les décisions qui ont été prises. Nous avons vu que la plupart de la salle, la plupart de ceux qui étaient là-bas, qui ont rempli effectivement de la salle, ce ne sont pas tellement trop des Africains, mais c'était les Occidentaux. Quand les Africains voient tout ça, là, je vous dis, ça leur crée beaucoup de problèmes. Les gens se disent, c'est comme si la CEDEAO est téléguidée par quelque part. Une fois encore, moi, plaise à Dieu, à ce qu'on puisse trouver effectivement le juste milieu de régler ce problème. Régler le problème veut dire quoi? J'ai dit tout à l'heure que le Niger n'a pas un problème institutionnel ni constitutionnel. On peut, par exemple, inviter effectivement cette junte-là à remettre le pouvoir au président de l'Assemblée nationale. Et peut-être le problème là sera réglé. Mais vouloir dire que coûte, il faut aller par la force, il faut aller les déloger par la force, je vous dis que la force n'arrange rien. On connaît quelqu'un dans ce pays qui a dit que on sait comment ça commence, mais on ne sait comment ça va finir. Donc c'est ça le problème. Plus, ah oui, donc il faut faire... Alors, c'était le 26 juillet, Yaoundé-Kounou, que le coup d'État est survenu. Nous sommes le 26 août. Ça fait quand même un mois que Bazoum n'a pas l'exercice du pouvoir. J'ai envie de dire, en toute lucidité, est-ce qu'il n'est pas utopique de penser à son retour au pouvoir? Monsieur Samuel, moi, vous savez, je n'aime pas les affirmations gratuites, et je crois aussi que quand nous sommes sur
un plateau, c'est pour donner nos points de vue, des analyses. Nous n'avons pas le pouvoir de décision. Ce pouvoir de décision incombe au chef d'État. Et maintenant, l'aspect technique, professionnel incombe au chef d'État-major. Voilà les deux entités qui sont mises en branle dans cette situation. Mais je veux dire loin que, oui, M. Jacques Jacouti, si réellement vous êtes sincère dans votre compassion pour les populations nigériennes, pour le Niger, je crois que votre message doit aller plutôt à l'endroit de cette jointe-là. Votre appel, vous devez faire comme moi, qui dit qu'il faut que cette jointe prenne raison. Voilà, votre message doit plutôt aller à l'endroit de cette jointe-là, de comprendre que c'est elle qui crée cette situation. Alors il faut qu'elle se soucie des pauvres populations. Il faut que, oui, mais apparemment on dirait même que cette jointe s'est lancée dans cette démarche-là sans poser réellement le pour et le contre. Peut-être ils ont été naïfs en croyant que cette largesse dont la CEDEAO a fait montre avec le Burkina et le Mali, ça serait pareil pour eux également. On leur demandera de présenter, de conduire une transition avec une feuille de route, ce qui est crocambolex. Alors c'est en cela, moi j'ai toujours dit, j'ai défendu que soit cette jointe prend raison, elle se retire, même si M. Bazoum ne va pas revenir au pouvoir, il faut enclencher un processus de transition conformément à la Constitution. Alors que prévoit la Constitution? La Constitution prévoit qu'en cas de vacances, il faudrait que ce soit le président de l'Assemblée qui conduise une transition pour réorganiser les élections en ne privant même pas aucun candidat, en ne privant même pas Bazoum d'être candidat encore, et que sa légitimité soit reprouvée encore au sein du peuple, même s'il y a des généraux qui aussi aspirent à conduire, à être président, qui démissionnent de l'armée et se présentent. Alors voilà, alors donc c'est à cette jointe-là qu'il faut demander de prendre raison, de prendre conscience, de savoir que cette démarche-là, c'est ça qui est à la base de tous les problèmes. Et si ça doit créer des conséquences, c'est cette jointe qui en sera responsable. Alors donc notre message doit aller plutôt à l'endroit de cette jointe-là, de prendre conscience et savoir que cette démarche-là, elle n'est pas du tout dans l'intérêt du pays, ni dans l'intérêt des populations. Voilà, c'est clair. Du côté d'ailleurs des militaires qui sont au pouvoir au niveau du Niger, on se prépare aussi à recevoir toute opération militaire de la CEDEAO dans un geste diplomatique significatif. L'administration militaire du Niger a approuvé l'intervention des forces armées du Burkina Faso et du Mali sur son sol en cas d'agression. Cette décision survient donc après des discussions entre les ministres des Affaires étrangères des pays impliqués et cela soulève justement des implications au niveau régional. Alors le schéma il est le suivant. Si la CEDEAO décide aujourd'hui d'attaquer le Niger, on a la Guinée qui s'est désolidarisée, on a le Mali qui s'est désolidarisé, on a le Burkina qui s'est désolidarisé. Le Mali et le Burkina ont clairement annoncé qu'ils déploieraient également des troupes pour soutenir le Niger. On risque d'avoir une guerre, nous n'aimons pas le mot, mais ça risque de ressembler à ça, à l'intérieur de l'espace CEDEAO, créé par des dirigeants de la CEDEAO. C'est pourquoi j'ai dit, Samuel, il faut tout faire pour éviter, effectivement, même si nous dit que ça serait peut-être une opération chirurgicale, on peut localiser la plaie et la guérir, même si c'est comme ça, il faut l'éviter. On peut l'éviter. Je suis d'accord avec lui quand il dit, bon, il faut essayer de parler à la jointe. C'est vrai, depuis qu'on a commencé ici, personne n'est d'accord des coups d'État. Personne n'est d'accord des coups d'État. Je ne l'ai pas dit ici que je suis d'accord avec le général Tiani par rapport à ce qu'il a fait, mais au moindre mal. Samuel, mais il faut chercher la solution. La solution aujourd'hui, comme vous voyez même qu'au sein de la CEDEAO, il y en a qui sont pour la diplomatie et d'autres qui sont effectivement pour la guerre. Donc je crois qu'il faudrait aujourd'hui et la diplomatie et la guerre, il faut tout faire. Ce n'est pas pour rien que Tinubu a souvent envoyé les religieux pour pouvoir rencontrer effectivement les militaires et essayer de discuter. Et vous avez vu que depuis un certain temps, quand les religieux là sont allés, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Finalement, ils ont ramolli leur position. Parce que finalement, ils ont dit, écoutez, bon, d'accord, nous sommes d'accord de libérer Bazoum, mais à condition que Bazoum ne reviendra plus au pouvoir. Nous sommes d'accord, effectivement, de gérer, mais ce sera une transition de 3 ans. C'est ça que j'ai dit. Le fait que déjà, les jalons sont posés, on peut quand même trouver une solution à ce problème. On peut négocier avec cette junte-là, peut-être dire, écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas un problème institutionnel ni constitutionnel au Niger. On peut trouver le juste milieu. Quand vous avez évoqué, par exemple, le cas du Niger, le cas du Burkina Faso, le cas de la Guinée, le cas également du Mali,
par rapport à l'implication de si la CEDEAO se mettait en branle au niveau effectivement du Mali, je crois que ce n'est pas une bonne option. Parce que vous savez, le Burkina a des problèmes au niveau effectivement du problème de la sécurité. Le Mali également a le même problème. Si aujourd'hui il faut déserter par exemple ces points et aller peut-être se cantonner au niveau du Niger, ça va créer des problèmes. Donc je crois qu'il faudrait tout faire pour que cela n'arrive pas. Et l'autre option, ce que vous oubliez, les forces françaises sont toujours au Niger. Les forces américaines sont toujours au Niger là-bas. Aujourd'hui, c'est ce que les Africains disent. Parce que les gens se disent que même si la CEDEAO va opérer, la CEDEAO sera obligée de s'appuyer avec les Français et les Américains avant de pouvoir opérer effectivement pour libérer Bazoum. Et l'autre aspect, vous avez bien de le soulever. Pour ceux qui connaissent le Niger, les gens savent que le palais présidentiel est situé dans un camp militaire. Vous voyez, donc ça ne serait pas du tout facile, même si cette opération-là devait être une opération, comme on le dit, que ça ne va pas créer des fusions de sang et autres, mais ça risque également de créer des antécédents qu'on ne pourra pas effectivement calculer. Vous savez qu'également l'Algérie a dit non. Non, je crois qu'il faudrait aujourd'hui, moi je le répète encore, je ne suis pas pour les coups d'État, mais il faudrait aujourd'hui, avec la situation du Niger, c'est vrai qu'il faut une fermeté de la CEDEAO, mais il faut une fermeté dans le dialogue, il faut une fermeté dans l'humain pour effectivement trouver la solution à ce problème-là. Est-ce que, Yaounoukoun, vous ne pensez pas qu'il est possible d'avoir une fermeté diplomatique? Monsieur Samuel, vous savez quoi? Le temps où le général de Gaulle a fait un coup d'État en France, c'est autant, d'abord dans une période de guerre, et il n'y avait pas encore d'Union européenne. Aujourd'hui, dans l'Union européenne, sachez qu'aucun pays, aucun général d'aucun pays ne peut plus se lever faire de coup d'État. Nous les Africains, nous devons savoir être sérieux. Voilà. Nous les Africains, nous manquons d'être sérieux. Nous devons savoir être sérieux, être conséquents, être cohérents. Alors, donc, c'est vrai que la CEDEAO, là où elle a fauté, c'est d'avoir fait montre de sa largesse avec le Burkina, avec le Mali et avec le truc là. Et aussi, dans sa démarche de ce protocole portant limitation du nombre de mandats, qu'elle n'a pas œuvré pour que la signature soit au complet. Maintenant, si la CEDEAO se lève aujourd'hui pour prendre ses responsabilités et faire du sérieux, moi je l'encourage pleinement. Il est temps que nous aussi, nous faisons des choses qui nous élèvent, qui nous valorisent. Alors donc, maintenant, par rapport à votre question, monsieur Samuel, vous savez, ce n'est pas étonnant. Quand nous voyons cette position du Burkina, du Mali, c'est ça qui révèle que nous sommes maintenant dans du désordre. Voilà. C'est ça qui révèle que nous sommes dans du désordre. Et au regard de leur position, tout porte à croire comme si ce sont eux qui ont manipulé ces militaires nigériens-là à aussi se mettre dans la même logique, dans la même démarche que... alors donc pour ce faire, comme ils ont été les conseils, maintenant ils les soutiennent également dans cette démarche-là et ça fait du désordre. À un moment, il faut arrêter le désordre. Parce que vous savez, vous avez parlé de diplomatie. Moi, je veux même aller loin. Maintenant, c'est ce que prône par exemple le président togolais Faure Gnassingbé, qui pense que par la voie diplomatique, on peut trouver je veux même, ça me vient à l'esprit, je pense que le patron de la diplomatie togolaise, le ministre Robert Doucet, disait que les chefs d'État de la CEDEAO ne peuvent pas faire la sourde oreille lorsque les voix des populations saluent les hommes en treillis qui prennent le pouvoir dans l'espace. Monsieur Samuel, vraiment, ça m'attriste, ça me fait mal au cœur que nous les Africains, nous avons encore du chemin à faire par rapport à notre responsabilité, par rapport au sérieux. Vous avez vu, quand par rapport à la situation de l'Ukraine, dans un premier temps, dans l'Union européenne, il y a eu des démarches à l'endroit de Poutine. Mais quand il a refusé d'entendre raison, l'Union européenne a formé un bloc. Voilà. Ils ont formé un bloc et ils parlent d'une même voix. Il n'y en a pas qui contournent derrière pour dire des choses. Non, mais nous, avec nous les Africains, voilà. Et c'est avec ça. Et donc, que ça marche. Et donc, une chose que je retiens est que quand les présidents de l'Union européenne se sont retrouvés, ils ont pris une décision collective. Ils travaillent en toute symbiose, en toute harmonie par rapport à cela. Moi, c'est ce que je retiens. Alors maintenant,
Et il ne faut pas perdre de vue, parce que vous semblez perdre de vue toutes ces missions. Combien de missions de CEDEAO n'est pas allé au Niger? Combien? Alors maintenant encore, je vais même encore remettre en cause par rapport à ces situations, ces nombreuses situations de coup d'État. Je dis, mais au finish, c'est quoi? Quand il y a une situation dans un pays, on dit, tel ancien président a conduit cette mission de la CEDEAO. Finalement, quel est le résultat? C'est du fiasco. C'est-à-dire que les titres, les gens portent des titres seulement, mais ils ne nous apportent pas du réel, du concret, ils ne nous apportent pas de solution. On a vu le ancien président Aïboli conduire aussi une mission on a vu, et encore dernièrement, c'est l'ancien président nigérien, on envoie, etc. C'est des gens qui portent des titres, mais qui n'ont pas. Il y a au cours de la mission diplomatique, ça ne résout pas le problème en une rencontre. Oui, c'est ça la diplomatie. On a des rencontres, après on fait des discussions de couloir, jusqu'à ce qu'on a réussi à trouver un terrain d'entente au Mali, on a réussi à trouver un terrain d'entente au Burkina. Ils ont un délai pour organiser les élections, ça va se faire, le pouvoir va passer aux mains des civils et la vie continue. Monsieur Samuel, donc ce que vous qualifiez de terrain d'entente, c'est le maintien des putschistes au pouvoir? Moi, pour moi, la transition est en cours. Oui, mais pour moi, passer en phase de transition. Pour moi, c'est rocambolesque. Que disent les tests constitutionnels? Montrez-moi la constitution, que ce soit du Burkina, du Mali, qui dit que les militaires doivent conduire une transition. Moi, je raisonne sur le fait. C'est-à-dire ce fait-là, c'est ça qui nous rattrape aujourd'hui. Le fait de toujours tergiverser, de toujours tourner en rond, mais ça nous rattrape dans du désordre, et c'est ce désordre-là auquel nous faisons face aujourd'hui. Alors maintenant, moi, face à cette situation, moi, ce qui me vient à l'idée de faire comme proposition... Oui, peut-être avant votre proposition, c'est-à-dire, vous n'avez pas répondu à ma question sur la diplomatie de Faure Gnassingbé. Elle est saluée aujourd'hui par beaucoup de personnes. Monsieur Samuel, de toutes les façons, j'ai dit que la CEDEAO doit parler d'une même voix. Pour trouver la CEDEAO s'est retrouvée, la CEDEAO doit être dans la même dynamique, et ça, c'est mon point de vue. Déjà, il y a même le président capverdien qui a dit non à toute opération militaire. J'ai dit, la CEDEAO, nous devons les appeler. Bob Marley a chanté Africain, unissez-vous. C'est toujours difficile. Pas celui dans le mal, pas celui dans la guerre. Qu'est-ce que vous appelez pas mal? Pas celui dans la guerre, pas celui pour tuer des gens. Alors justement, moi pour moi, cette situation du Burkina, où un putiste qui revient dire qu'il conduit une transition, alors que les tests constitutionnels n'ont pas prévu ça, pour moi c'est ça du désordre. C'est ça pour moi un mal. Quand au Mali, les tests constitutionnels n'ont jamais prévu que les militaires prennent le pouvoir par les armes et conduisent une transition, quand c'est en totale contradiction avec les lois. Mais nous sommes des hommes, nous ne sommes pas dans une jungle. Pour moi, c'est ça des contradictions. Pour moi, c'est ça le mal, en réalité. Alors maintenant, ma proposition que moi je voudrais faire, c'est que, au regard de cette situation, je suis en train de penser que dorénavant, il faudrait, parce que quand je vois un peu, surtout des Occidentaux de qui nous dépendons, il faut le reconnaître. Nos armées sont équipées, formées grâce aux Occidentaux. Donc, quand je ne vois plus qu'un président d'un pays occidental, il passe, et puis il y a des bérets verts, des bérets rouges autour de lui. Je ne vois plus ça. Alors, donc, dorénavant, moi, je pense une autre solution à cette situation, dorénavant, c'est de caserner les militaires, parce que les militaires sont là. Non pas, ils ont été formés, non pas pour devenir des preneurs d'otages des présidents, mais pour de défendre le pays. Alors, il faut caserner les pays, et maintenant, autour de la sécurité du président, déployer plutôt les gendarmes et les policiers. Former les policiers et les gendarmes, parce que apparemment je crois que les gendarmes sont beaucoup plus de droit, sont beaucoup plus des gens de droit, et donc mobiliser la police et la gendarmerie autour des présidents, que de maintenir toujours des bérets rouges, des bérets verts autour des présidents, bon, ce que généralement on ne voit même plus avec beaucoup de pays, et donc ça serait aussi peut-être une solution face à cette situation-là. Qu'en Occident, ce sont les forces d'élite, c'est parmi ces forces-là qu'ont choisi les gens de la garde présidentielle, parce que le président doit être gardé également. L'état-major, c'est pour les militaires, donc il faut caserner les militaires. Pour évoluer, je vais passer tout de suite la parole à Jacques Diakouty, mais il y a quelqu'un qui m'envoie une question pour vous. Le général Tiani a-t-il pris le pouvoir parce qu'il a envie d'être président? Il dit question à M. Cyril. Tout porte à croire. Tout porte à croire, et tout porte à croire, parce que oui, quand nous voyons, il n'y a pas que lui, quand nous voyons aussi au Burkina, quand nous voyons aussi au Mali, avec des discours populistes pour faire diversion, pour faire croire qu'on partage au mieux les conditions des populations, etc., pour faire diversion, mais tout porte à croire qu'il est dans ces... Si il se souciait,
s'il se souciait des populations, s'il se souciait de bien de son pays, mais je crois même qu'il devait même demander à rencontrer le chef d'État de la CEDEAO et trouver une alternative. Dire que non, mon intention n'est pas de confisquer le pouvoir. Mais quand on le voit maintenant nommer un Premier ministre et dire que bon, il y aura une feuille de route de 3 ans, moi je veux l'entendre dire que l'armée se retire et laisse le processus de transition conformément à la Constitution, qui est celle que le président de l'Assemblée conduise un processus de transition. Mais Bazoum aussi ne reviendra pas au pouvoir et que le président de l'Assemblée conduise un processus pour apaiser le pays et pacifier les choses. Alors, moi, c'est ce que j'apprécie. Mais à défaut de ça, je suis plus qu'il confisque le pouvoir par la force. L'ancien président nigérian Atiku Abubakar a eu avec aussi bien l'ancien président Mohamed Bazoum que avec le général Tchani, Atiku Abubakar il a dit clairement qu'il est peu probable que Bazoum revienne au pouvoir. Oui, mais Samuel, je voudrais encore inviter Moi-même, je venais de le dire. Oui, non, c'est-à-dire que, vous savez, moi je préfère qu'on soit dans un dialogue permanent que d'être dans une guerre permanente. Vous savez, aujourd'hui, il faut inviter par exemple la CEDEAO. Ce que la CEDEAO doit et ce que la CEDEAO peut faire, c'est de tout faire pour qu'on puisse avoir des tests, des lois qui respectent effectivement le désir des populations. Parce que si on ne le fait pas, on taille des tests, on taille des lois à la mesure, par exemple, de ceux qui veulent venir au pouvoir. C'est ça, le genre de problème-là que nous allons assister. Moi, je ne serai jamais d'accord. Moi, je ne serai pas du tout d'accord que la CEDEAO intervienne au Niger. Ma position, comme je l'ai dit tout au début, moi je soutiens tous les efforts, toute personne épris de paix et de négociation, de dialogue pour trouver effectivement une solution à ce problème. C'est pourquoi j'ai dit à 100%, moi je soutiens notre président par rapport à cette démarche. C'est vraiment une voie salutaire, ce qu'il est en train de faire. S'il peut, parce que je sais, c'est lui le doyen des chefs d'État actuellement en Afrique de l'Ouest. Ouais. S'il peut effectivement utiliser ce bâton de pèlerin pour que la paix revienne au Niger, je crois qu'il n'a qu'à continuer. On a vu, il a joué effectivement, il a fait ses preuves au Mali. Ces militaires ont été libérés. S'il peut continuer pour que la paix revienne au Niger, moi je serai le premier à le soutenir dans ce sens et je le ferai. Mais les votes en guerre, il faut tout faire pour les éviter. On parle par exemple du Niger. Vous allez au Niger, je connais très bien le Niger, Niaoui. Vous allez au Niger, vous trouverez les Togolais, vous trouverez les Béninois, vous trouverez partout. C'est un même peuple. C'est vrai, aujourd'hui, dire qu'il faut envoyer la force pour déloger ces putschistes et réinstaller quelqu'un, ça, il faut vraiment écarter ça. Allons vers la voie de la diplomatie, essayons de tout faire pour faire raisonner effectivement à ces généraux que leur place également, c'est dans les casernes. Leur place, c'est d'assurer la sécurité des populations. Le pouvoir, d'abord, c'est pour ceux qui sont appelés à exercer, à gérer, par exemple, le pouvoir. Mais eux, ils ont appris le métier des armes. Parlant maintenant de moi, la solution pérenne au problème du Niger, comme je l'ai dit, il faudrait aujourd'hui que les chefs d'État puissent appeler le général Tchani au cours d'une réunion de la CEDEAO. Il faut qu'il l'appelle et qu'il le fasse comprendre certaines choses. Il a dit que ce n'est pas que les chefs d'État lui veulent du mal, mais il faudrait également qu'ils comprennent que l'acte qu'il a posé, ce n'est pas un acte qui peut aider le Niger à avancer. Et l'autre aspect, n'oubliez pas également, nous sommes africains. Aujourd'hui, vous savez que le monde est devenu un monde un peu planétaire. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on comprend un peu ce qui se passe à l'instant T en France, aux États-Unis. Rien n'implique encore caché aux yeux des Africains. Les Africains savent. Et l'autre aspect, vous savez, aujourd'hui, on nous brandit toujours le spectre du fait que les Occidentaux sont là pour piller les ressources de l'Afrique, ils sont là pour faire ci, ils sont là pour faire ça. Il faudrait aujourd'hui que la CEDEAO puisse également avoir une feuille de route par rapport à la gestion de ces pays-là. Surtout quand on parle des ressources dans des pays, ça constitue également un butin de guerre pour des gens. Aujourd'hui, quand on découvre par exemple l'or, on découvre le pétrole dans votre pays, finalement c'est comme une malédiction. Donc il faudrait aujourd'hui qu'on comprenne, citoyens que nous sommes,
Comment gérer effectivement ces ressources-là pour que cela puisse également profiter aux populations. C'est ça le nœud du problème. Aujourd'hui, les gens pensent que, bon, on dit que les Français sont par exemple au Niger, c'est à cause de l'uranium. Les Français sont par exemple au Mali, c'est à cause de l'or. Les Français sont en Centrafrique à cause de ci et ça. Donc je crois qu'il faudrait aujourd'hui faire comprendre également à l'Afrique qu'après tout, les biens, les richesses que ces Africains ont dans leur pays, c'est d'abord pour développer leur pays et non que les autres viennent les exploiter. Donc je crois que aujourd'hui, moi j'encourage une fois encore pour le Niger. Moi, je suis pour ceux qui prônent effectivement la diplomatie. Je suis là pour ceux qui prônent également la paix au Niger. Il faut éviter, Samuel, il faut éviter effectivement cette guerre-là au Niger. Ça serait une guerre inutile. Nous avons vu ce qui s'est passé en Libye. Nous avons ces mêmes conséquences jusqu'à aujourd'hui. Si la Libye n'était pas déstabilisée, aujourd'hui, le Mali n'aura pas de problème. Le Burkina, partout en Afrique, n'aura pas de problème. Donc, il ne faut pas toujours continuer tout le temps africain que nous sommes. S'il y a un problème, il faut étudier toute la force, il faut amener la force, il faut aller tirer, il faut aller tuer avant de rétablir les choses. Je crois qu'il faut que nous puissions sortir de ces carcans-là. Alors, je m'en voudrais de quitter le sujet du Niger sans poser cette question. Vous allez y répondre 30 secondes chacun. Comment arrêter l'hémorragie des coups d'État dans l'espace CEDEAO? Parce que on en parle, mais Guinée, Mali, Burkina, Niger, 4 pays en l'espace de 2 ans, ça fait beaucoup. Non, monsieur Samuel, moi je voudrais dire à monsieur Jacques Diakouti de faire un peu montre d'honnêteté. Parce qu'il dit qu'il faut arrêter, comme si la CEDEAO a déployé sa force au Burkina, comme si la CEDEAO a déployé sa force au Mali. Donc maintenant que la CEDEAO décide de mettre fin à l'hémorragie, donc vous croyez, non, soyez un peu honnête. Maintenant, moi je voudrais aussi dire que les militaires ne sont pas formés pour la diplomatie, ils sont formés pour les armes. C'est pourquoi, quelles que soient les démarches diplomatiques qui sont déployées, ils ne comprennent pas, ils ne saisissent pas. Parce que c'est des gens qui sont formés pour le rapport de force. Le temps tourne. Comment arrêter l'hémorragie des coups d'État? Non, moi j'ai donné l'exemple tout à l'heure qu'il faut caserner les militaires. Comment? Et maintenant, les caserner, ça veut dire oui, c'est-à-dire que les militaires ils savent qu'ils sont faits pour les casernes. Mais on les voit, on voit les hommes créés. Donc, vous voyez aussi que c'est généralement ceux qui forment la garde présidentielle qui font toujours les coups d'État. Alors, dans ce sens-là, j'ai dit que il faut trouver la formule pour plutôt déployer la police et la gendarmerie pour créer une force d'élite au sein de la police et la gendarmerie pour assurer la garde présidentielle, la sécurité du président, et que les militaires, ils sont là pour la guerre. Quand le pays est attaqué, c'est pour cela qu'ils sont formés. Ils n'ont qu'à rester dans le cadre de leur mission professionnelle. Et c'est ma proposition. Comment arrêter l'hémorragie des coups d'État? Pour arrêter l'hémorragie des coups d'État en Afrique, il faudrait que la CEDEAO puisse avoir une charte de bonne conduite de gestion des pays. C'est-à-dire qu'il faut que les ressources propres à ces pays-là profitent aux populations. Et que celui qui est au pouvoir, il sait quand il vient par exemple, il a 2 mandats à faire, après ces 2 mandats-là, il s'en va. Et l'autre aspect, il faudrait que la CEDEAO puisse créer une force tampon. Lorsque les pays sont attaqués, à l'instant T, qu'on puisse déployer cette force-là pour aller aider effectivement ces pays par rapport au terrorisme. Je crois que aujourd'hui, vous avez cité les pays, le Burkina Faso, le Mali. Ce qui a été brandi pour faire les coups d'État, c'était le djihadisme. Donc il faudrait aujourd'hui que les chefs d'État au niveau de la CEDEAO puissent réfléchir, avoir effectivement un bon mécanisme de gestion, un bon mécanisme effectivement lorsqu'il y a par exemple ces attaques, que les forces puissent se déployer effectivement pour aider les pays tiers. On passe au dernier sujet, c'est le Togo. On va évoquer donc ce classement le classement, laissez-moi retrouver, de l'African University Ranking qui classe les universités, et donc dans le classement des meilleures universités en Afrique, l'université de Lomé était absent dans le classement depuis quelques années. Bien, il vient de faire son entrée et occupe le 31e rang parmi les 200 meilleures universités africaines. C'est une avancée qui n'est pas que la conséquence des réformes entreprises ces dernières années par le professeur Kokoroko, président de l'université de Lomé, mais qui tient compte également de beaucoup d'autres facteurs. Par exemple, l'African University Ranking se base sur les critères tels que l'agrément, la licence ou l'accréditation par l'organisation appropriée. Le cabinet tient également compte
de la capacité de l'université à offrir des cours dans un format d'enseignement traditionnel et non à distance. Et il y a la qualité de l'enseignement, la recherche, l'infrastructure et la réputation académique. Bref, c'est beaucoup de facteurs qui entrent en compte. Et donc, aujourd'hui, dans ce classement, c'est dominé d'abord par les universités de l'Afrique du Sud, de l'Égypte et le Nigeria. Dans les espaces francophones, le Togo, Jacques Diakouti fait office de bon élève. On a vu l'université. Moi, j'étais rentré à l'université, ça fait quand même un peu plus de 15 ans. Ce n'était pas ce à quoi ça ressemble. À l'époque, on l'appelait la brousse. Ouais. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de changements. Est-ce que tout ça concourt aujourd'hui à mieux repositionner l'université de Lomé? Parfaitement d'accord avec vous. Personnellement, quand j'y vais souvent à l'université, je suis obligé de me renseigner. Oui. Parce que tu risques de te perdre. Il faut reconnaître que quand même le ministre Kokoroko a fait vraiment un travail très louable en matière d'infrastructure au niveau de l'université. Et il faut reconnaître ce qui est bon. C'est ça que nous souhaitons, par exemple, à nos élites africaines. C'est-à-dire que lorsque un chef d'État a confiance en vous et vous nomme à un poste, il faut faire les preuves, il faut travailler. Et c'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Si notre université est classée parmi les meilleures universités, c'est parce qu'il y a un travail préalable qui a été fait. Ils ont parlé, j'ai lu un peu le rapport, il y a également l'aspect des curricula, oui. Les enseignements qui sont dispensés et également la qualité des professeurs. Parce que vous avez constaté que depuis un certain temps, au niveau de l'université de Lomé, nous avons vu quand même ces jeunes-là qui sont là, qui ont envie de travailler, effectivement, qui donnent effectivement un enseignement de qualité. Donc, je crois que moi, cela ne m'a pas surpris que le Togo soit classé parmi les meilleures universités parce que, quelque part, le chef de l'État a insufflé effectivement son désir de pouvoir voir effectivement cette université évoluer. Il a placé l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et nous avons vu les preuves que le professeur Kokoroko a donné au niveau de cette université grâce également à ses collaborateurs. Et l'autre aspect également qu'il faut retenir, c'est que si vous avez par exemple envie de travailler, même si vous n'avez pas par exemple les moyens à votre disposition, vous êtes obligé d'aller chercher les moyens et les gens auront toujours confiance en vous, de vous soutenir, de vous assister, parce qu'on voit que vous avez envie de travailler. Aujourd'hui, ce que le professeur Kokoroko a fait au niveau de l'université de Lomé, je parie que si ce monsieur par exemple a un autre projet, que ce soit au niveau peut-être des autres universités ou bien changer l'aspect de l'université de Lomé, aucune banque n'aura effectivement peur de pouvoir investir parce que les preuves sont là. Donc je crois que félicitations au gouvernement parce qu'ils ont fait un travail louable pour que notre pays soit ici effectivement parmi ces meilleures universités dans le monde. Je crois que c'est une bonne chose. Yaounoukoulou, vous êtes aussi un doyen, on s'imagine, vous avez connu l'université du passé et l'université de Lomé, on a l'impression du jour et la nuit. On le doit à monsieur le professeur Doji Kokoroko, mais aussi, c'est lui-même qui le dit, à la vision portée par le chef de l'État qui veut que l'enseignement universitaire soit de qualité, les étudiants qui sortent des différents bâtiments puissent relever les défis contemporains. Et quand on voit ces classements aujourd'hui, on se dit qu'il est sur la bonne voie. Monsieur Samuel, vous savez quoi notre université a connu beaucoup de professeurs. Et il a fallu l'avènement du professeur Kokoroko. C'est pourquoi moi, personnellement, le professeur Kokoroko, je ne le vois pas comme un diplômé. Pour moi, il n'est pas un diplômé, mais c'est quelqu'un qui possède la tête, qui a de la potentialité, qui a de la créativité et qui fait montre de cela. Et non pas qui brandit des diplômes de son niveau de doctorat ou quoi. Non. Puisque quand on voit, à moins que ses prédécesseurs, les précédents professeurs qui ont été à la tête de l'université, dont on a vu que rien n'a changé, à moins que le gouvernement a fait du deux poids, deux mesures, ces présidents, ces prédécesseurs, ces présidents d'université là, ils n'ont pas eu des moyens à leur disposition. Et donc c'est pourquoi je me suis un peu renseigné pour voir est-ce que depuis son avènement le budget alloué à l'université s'est accru. J'ai appris que non, que c'est pratiquement avec le même budget qu'il réalise les miracles. Voilà, donc ça veut dire que c'est la personne et c'est ce qu'il nous faut en Afrique. Nous devons rompre avec cette façon de toujours brandir des diplômes. Non,
l'homme, ce qu'il a comme potentialité, comme créativité, comme ingéniosité, c'est avec ça que nous allons booster et voler. C'est avec ça. Bon, maintenant, c'est vrai que le professeur Kouroukou a travaillé, mais moi j'attends encore beaucoup de lui, parce que j'attends de voir. Il y a combien d'années que nous avons des enseignants chercheurs à l'université? Nous voulons voir les résultats des recherches. Voilà. Parce que ce classement-là, ça ne s'inscrit que sur un plan académique. Hein? Voilà, ça ne s'inscrit que sur un plan procédural. Mais maintenant, moi, je veux voir des merveilles. Que l'université nous sorte des merveilles. Ces enseignants, professeurs-là, qui vont... Bon, et aussi, en même temps, j'ai saisi l'occasion pour quand même saluer un peu. On a vu au temps de Covid, le professeur Kokoro a pris une initiative conjointement, non seulement avec des professeurs, mais également avec tradithérapeutes. Ils ont fait une recherche, ils ont trouvé un remède pour voilà, ils ont lancé un appel de fonds pour retravailler sur ça, mais ça n'a pas donné. C'est ça l'Afrique. Et donc, quand nous n'allons pas prendre conscience de cela, notre condition, notre situation ne changera pas. Tout est question de l'homme, de sa richesse, de sa capacité. Et si nous comprenons ça, nous mettons ça en exergue, nous aurons des résultats. Et aussi, c'est vrai que depuis qu'il est à la tête du ministère des enseignements primaires, c'est vrai aussi que qu'il travaille, mais c'est vraiment que la rigueur est trop forte, la fermeté est trop forte, jusqu'à ce que les enseignants ont même cru qu'il est venu, il s'est mis debout contre eux. Non, et nous avons confiance que le professeur Kokoroko, il a en lui ce don-là de réformer, ce don-là de donner du résultat. Et il faut aussi essayer de faire tout pour que les gens s'inscrivent dans cette même logique-là et faciliter que les choses se fassent de façon pacifique et non pas être contraints toujours d'aller avec la rigueur, la force, Jacques Diakouty, monter en rang, c'est bien, mais maintenir le rang, il faut continuer le travail. Justement, je suis d'accord avec vous. Tu as dit qu'il ne faudrait pas que le professeur Kokoroko et ses collaborateurs puissent dormir sur les reliers pour dire que bon, écoutez, nous sommes ici maintenant en Afrique, il faut maintenant dormir. Non, je crois que c'est maintenant qu'il faut travailler, et maintenant qu'il faut donner le meilleur de soi. C'est-à-dire que vous voyez aujourd'hui, quand je l'ai dit, vous allez à l'université, même quand vous empruntez les voies, vous sentez que l'université aujourd'hui est également éclairée. C'est une très bonne chose. Je crois qu'aujourd'hui, il faut maintenant inviter le professeur Kokoroko. Nous parlait tout à l'heure des enseignants et autres. C'est vrai, quand vous prenez aujourd'hui le système LMD au niveau de l'université de Lomé, c'est quand même un problème. Il faut reconnaître que nos enfants souffrent par rapport à ce système. Je crois que c'est des choses qu'il faut peut-être avoir, peut-être créer des rencontres pour essayer de voir qu'est-ce qui, depuis que le système a été lancé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Je crois qu'il faut, il faut vraiment qu'on puisse voir les filières également. C'est vrai que le professeur Kokoroko disait entre-temps qu'aujourd'hui, on a besoin des gens, lorsqu'ils, par exemple, qui quittent l'université, qui sachent ce qu'ils doivent faire en même temps. Il ne faudra pas seulement brandir effectivement les diplômes. On nous parle aujourd'hui également, Niaoui, que par rapport à la maîtrise et par rapport également à la licence, il faut passer également aujourd'hui un examen. Je crois que c'est des choses également qu'il faut après évaluer, surtout avec le système LMD que nous avons dans notre pays, où les enfants sont obligés tout le temps de revenir pour reprendre des matières et demander aujourd'hui de passer un examen avant d'avoir son diplôme. Je crois que c'est bien, mais il faut quand même essayer de revoir ce système-là. Je voudrais bien ajouter quelque chose. J'ai une déléance à formuler à l'endroit du professeur Kokoroko. Je voudrais qu'il essaie de voir dans quelle mesure essayer je l'ai toujours dit, j'insiste dessus, qu'est-ce qu'il peut mettre en œuvre avec des compétents, des professionnels en psychologie, à entretenir les étudiants, de manière à ce que les étudiants qui sortent, parce qu'en Afrique, nous avons toujours tendance à remarquer que des gens qui sont diplômés, qui sortent, qui occupent des postes, c'est pour devenir des détourneurs de deniers publics. Alors, comment travailler, comment préparer les gens à cet esprit-là, de bonne gestion, de rendement de compte, et aussi au même moment, nous avons aussi généralement tendance à croire qu'en Afrique, les officiers, quand ils sortent de l'armée, c'est pour devenir
devenir des tueurs, des gens qui tirent sur leur propre population, des armées qui tirent sur leur propre population. Alors donc, comment corriger tout cela? Et ici, ça doit partir même depuis le cours élémentaire, à préparer ces gens de citoyens à comprendre que non, quand vous avez la responsabilité, la charge d'une structure, vous ne devez pas vous soucier seulement que de vos... Vous n'avez pas eu les diplômes pour devenir des détourneurs de l'opinion publique ou de devenir des gens qui ne font que tirer sur leurs propres frères, leur propre population. Merci Yao Eklonukono d'être passé dans cette émission. Merci à vous. Merci à Jacques Diakouti également. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve le samedi prochain.